Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des meilleures actions. En fait, c'est vite dit, mais j'ai mis les 10, etc. Mais il y en a plus que ça. Mais au-delà de cela, au-delà de parler de ce qui peut être des bonnes actions ou des bons trackers pour investir cette année notamment et pour éventuellement se protéger, c'est important de remettre l'église au centre du village et donc de dire quel est votre objectif, hein, que vous soyez moyen terme, long terme, mais quel est vraiment votre objectif. Mon objectif à titre personnel, c'est j'ai un portefeuille que je vais considérer comme dynamique, parce que je vais essayer d'aller chercher de la surperformance par rapport au marché. Bien entendu, sur mon portefeuille plus entre guillemets moyen long terme, je vais aller chercher également de la surperformance, mais pas par rapport au marché, je vais essayer d'aller chercher de la surperformance par rapport à l'inflation. Le but de mon bas de laine et donc de cette gestion de portefeuille-là, c'est avant tout de protéger mon pouvoir d'achat, de protéger mon capital contre le rognage de l'inflation. Donc c'est avant tout ça, et donc c'est la première idée avant de parler des meilleures actions, parce que suivant votre profil, suivant votre horizon de placement, eh bien forcément, les meilleurs titres pour quelqu'un, pour un type de profil, pour un type d'investisseur, ne seront pas les mêmes meilleurs titres pour quelqu'un d'autre. Donc là, ce que je vous propose, il y a beaucoup de titres que j'apprécie, mais que je n'ai pas encore en portefeuille, tout simplement. Parce que soit je les ai déjà rentrés, je les ai sortis et j'attends éventuellement un nouveau point d'entrée pour y revenir, soit je les ai loupés tout simplement et j'attends éventuellement qu'ils reviennent à des niveaux et à des cours d'achat. Mais l'idée première, c'est pas finalement de voir titre par titre, c'est de comprendre la logique qu'il y a derrière et donc quelque part la logique vis-à-vis du secteur. Et donc après, c'est le choix d'acheter le leader, d'acheter le challenger, et ça c'est une question avant tout de savoir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut aller chercher de la surperformance par rapport au marché, auquel cas il faut prendre un peu plus de risques et aller chercher potentiellement le challenger, ou au contraire, je préfère acheter les gros mastodontes, et puis l'idée dans une couverture d'inflation éventuellement, c'est surtout de prendre des sociétés qui ont cette capacité de pouvoir résister, qui ont ce pricing power, cette capacité donc de pouvoir justifier leur prix, de pouvoir, même si elles sont impactées par la hausse du prix des matières premières, de pouvoir le redonner au client final et donc de ne pas entamer leur propre marge. Donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Donc on va les passer un à un. Alors la liste que je vous mets à l'écran, c'est pas la liste complète. Une fois qu'on aura passé celle-ci en revue, je vous passerai d'autres titres que j'ai également dans mon portefeuille, mais qui aujourd'hui, je les considère dans mon portefeuille dynamique, mais au final, quand vous allez comprendre, je vais vous expliquer rapidement, quand vous allez comprendre finalement la logique qu'il y a derrière, c'est des valeurs qu'on pourrait intégrer finalement à mon portefeuille entre guillemets plus défensif, plus bas de laine. Et on va y revenir. Donc, vous arrêtez pas seulement à cette liste, et allez jusqu'au bout de la vidéo et je vais vous passer les titres derrière un à un. Donc, au niveau de cela, le premier titre qui ressort, alors il n'y a pas de titre de préférence, etc. C'est dans l'ordre, en l'occurrence, des achats. Mais on va commencer éventuellement par Engie. Engie, ce qui est intéressant sur Engie, c'est finalement, une fois qu'on a fait du dynamisme sur les valeurs vertes, et que donc on est allé chercher de la croissance. Ce qui est important maintenant pour moi, c'est la consolidation du secteur. Parce que ce secteur-là, on le sait très bien, la transition énergétique, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc on a encore besoin des hydrocarbures, on a encore besoin de sociétés comme Royal Dutch Shell, comme Total, qui vont encore très bien performer et qui petit à petit vont s'armer. Et vont s'armer comment? C'est-à-dire eux-mêmes, de toute façon, comme on a une société comme Total avait déjà commencé, mais des sociétés comme Exxon, etc., qui sont potentiellement un peu plus en retard, ils vont essayer d'aller chercher avec cette manne financière qu'ils vont récupérer, parce que on a encore besoin de pétrole et on aura besoin encore plus de pétrole pour acter la transition énergétique. Je vous invite à regarder l'ensemble des vidéos que j'ai pu faire en ce sens. Et donc du coup, ce qui est important, c'est de se dire, le vieux monde, il ne faut pas le jeter, parce que le vieux monde, il est blindé de pognon, et qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? Il va certainement aller chercher de la croissance externe. Et donc pour s'armer dans dans ce futur, dans cette transition énergétique, on va voir très certainement les gros aller faire leur shopping et aller commencer à racheter quelques valeurs vertes. Alors ces valeurs vertes, c'est simple, elles vont avoir besoin d'énormes financements et donc la plupart d'entre elles vont certainement faire des augmentations de capitaux. Et à partir de là, ce qui sera intéressant, c'est de voir si
par rapport à ces augmentations de capital, on a d'ores et déjà des gros poids lourds qui commencent à rentrer. Et ça nous permettra d'avoir un petit peu plus d'annonces. Donc du coup, ce qui m'intéresse pour moi finalement, c'est aller chercher du dynamisme en essayant d'aller acheter ces valeurs vertes justement qui peuvent profiter de la consolidation du secteur, donc avec des fusions-acquisitions. Mais pour autant, dans la partie de portefeuille plus actée, défensif, protection d'inflation, aller chercher les gros mastodontes qui ont du cash, qui vont maintenir du dividende, qui vont profiter encore de cette transition énergétique parce qu'on ne passe pas d'un monde à un autre du jour au lendemain, et qui vont continuer donc de pouvoir verser du dividende tout en allant utiliser une autre partie de leur profit pour faire de la croissance externe. Et donc pour moi, on a du Total bien entendu, mais j'intégrerai du Engie aussi là-dedans, qui en plus est en train de changer de stratégie, et donc j'ai acté une prise de position sur Engie en ce sens-là, et en plus ça verse du dividende. Alors bien entendu, je vais vous donner éventuellement des rendements actuellement, je veux dire, et on va parler du 5-6%, mais ça dépend évidemment du cours, hein, puisque votre dividende est versé, c'est un nombre d'euros fixe. Alors il peut être évolutif d'année en année selon la politique de dividende de l'entreprise, mais ce qui est important de comprendre, voilà, c'est cette idée globale qu'on va avoir du dividende, et que sur ces variations de cours-là, moi ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher les sociétés où mon capital n'est pas mis en danger par une tendance qui est de fond baissière. Donc je considère quand même que c'est important d'avoir une bonne tendance sur ces titres-là. Et derrière, j'ai le dividende en sécurité. Donc j'ai Engie dans ce côté-là. Électricité de France, donc EDF. Il y a beaucoup de micmac là-dessus, mais je joue la spéculation autour de la scission finalement, autour de la scission des parties nucléaires. Pour moi, le nucléaire, c'est intégré dans la transition énergétique. Alors oui, c'est pas très populaire, etc. Mais si on veut vraiment une énergie propre aujourd'hui, et même quand on pense à l'hydrogène, etc., le nucléaire a quand même un énorme rôle à jouer. Donc il ne faut pas le négliger. Et cette partie nucléaire à l'intérieur d'EDF, pour moi, m'intéresse beaucoup parce que ça va beaucoup jaser, ça va beaucoup discuter, et on peut avoir éventuellement des scissions et des choses assez intéressantes. Dans la recovery, dans le monde d'après du Covid, je conserve les aéroports. Alors, pour moi, vous avez toujours les constructeurs, évidemment, donc tout ce qui est Airbus, Boeing, tout ce qui est Safran, etc., tous les équipementiers, vous avez même Lizzie, tout ça, ça souffre un petit peu, et puis ils sont un peu plus en amont de la chaîne, mais quand on va réouvrir, vous avez les compagnies aériennes, mais les compagnies aériennes auront également, alors elles vont performer, mais c'est pour moi plus dans du portefeuille, on va chercher du dynamisme. Par contre, les titres pour moi qui restent en fond de portefeuille, c'est les aéroports. Alors vous avez Francfort, mais en France, on a l'avantage d'avoir ADP. Et pour moi, ce qui sera très intéressant, donc je trouve que la valorisation est assez attractive, et elle est résiliente, et on devrait pouvoir profiter de la réouverture au fur et à mesure. Et quand on aura cela, je pense qu'on reparlera également de racheter ADP. Donc il y a cet aspect opéable au niveau d'ADP. J'ai Atos également. Atos, c'est une question de valorisation, c'est une question également qu'ils ont pas mal de cash, et qui aujourd'hui ils sont en train de parler de croissance externe, mais on ne veut pas trop qu'ils surpayent. Donc je trouve que le marché a été assez incisif par rapport à cela. Et donc c'est une position que j'ai commencé à ouvrir sur Atos, puisque je pars du principe que c'est une belle société et qui aujourd'hui n'est pas trop valorisée, à condition là maintenant de commencer à prendre les bonnes décisions. Orange également, vous avez un très fort dividende, plus fort même que celui Total. Alors bien entendu, si le cours d'Orange continue d'évoluer à la hausse, ce rendement de dividende va baisser, donc il faut faire attention. C'est pas parce qu'on vous dit Orange a un rendement de 7,x% alors que Total a un rendement de 7,x% un petit peu en dessous, que Orange est meilleur que Total. Non, c'est en fonction évidemment de l'évolution des cours. Mais Orange, l'idée c'est pareil, c'est la même chose pour moi que pour EDF, c'est au-delà d'avoir ce dividende, au-delà de jouer la 5G, au-delà d'avoir un secteur défensif au niveau des télécoms, on a également un paquet d'activités d'Orange qui peuvent être cédées et qui peuvent, alors au-delà d'être cédées, qui peuvent également faire preuve de différentes scissions ou qui peuvent être également introduites directement en bourse, et donc Orange peut se permettre de lever aussi pas mal d'argent. Donc ça pour moi aussi, c'est jouer également l'aspect fonds de portefeuille, mais l'aspect spéculatif sur Orange. Vous avez Danone également qui vient de virer son PDG dernièrement. Là aussi,
on joue la valorisation qui est attractive et on joue le rendement et on va dire la valeur, entre guillemets, bon père de famille, c'est-à-dire j'ai pas beaucoup d'évolution, j'ai pas beaucoup de volatilité, mais pour autant j'ai une recovery qui peut se mettre en place sur la tendance. Hein. Comme je vous le dis souvent, c'est pas le dividende hein, qui m'intéresse vraiment, c'est d'abord la société en elle-même. Est-ce qu'elle peut être stable? Est-ce qu'elle peut me donner finalement une protection contre l'inflation? C'est ce que j'essaye de battre, c'est mon objectif de portefeuille. Au-delà de cela, est-ce que je ne mets pas en danger mon capital? Donc c'est essayer d'aller chercher également des tendances qui sont quand même positives. Et après, cerise sur le gâteau, j'ai le dividende. N'oubliez pas, hein, il y a 3-4 années, les portefeuilles qui étaient axés dividendes, ils étaient essentiellement axés sur quoi? Sur des foncières cotées ou des rates américaines. Le Covid a prouvé que ces portefeuilles-là, tout de suite, n'étaient absolument pas résilients dans toutes les conditions. Et au niveau du capital, vous avez beau avoir touché pendant des années du 6, 7, 8%, votre capital a été divisé par 2 et vous avez certaines sociétés qui ont fait faillite également. Donc il faut faire attention aux foncières. Oui, elles versent de très bons dividendes pour des raisons de réglementation également. Mais avec le Covid, on a aussi vu les limites. Également, au niveau de l'immobilier, il faudra voir si les taux long continue de monter, ça peut être également un vent de face pour l'immobilier résidentiel. C'est pour ça que ça peut être intéressant. Vous avez du Gecina par exemple, vous avez, j'ai oublié l'autre, mais vous avez Covivio, etc. Vous en avez pas mal en termes de bureaux, etc. Je veux dire, même si on pense à l'après-Covid, je pense que oui, les mœurs changent dans l'idée, mais elles étaient déjà en train de changer. Et pour moi, l'idée du Covid, c'est qu'on accélère les choses, mais on va également avoir un effet de contre-coup, c'est-à-dire qu'on reviendra quand même au bureau, alors un petit peu moins qu'avant, etc. Mais on va revenir quand même à l'ancien monde aussi. Et donc, mais on continue de mettre en marche évidemment tout cela. Mais dans l'idée globale, c'est qu'on ne change pas complètement le monde et qu'il faudra à un moment donné aussi bien comprendre que ces vieilles sociétés, ces sociétés du vieux monde, et donc les bureaux, ça va continuer d'être privilégié. Donc peut-être un petit peu moins, il y aura un petit peu plus de freelance, il y aura un petit peu plus de travail à la maison, etc. Mais c'est quelque chose, voilà, je pense qu'on fait un pic avec le Covid. Et ensuite, petit à petit, on va redescendre au fur et à mesure où on réouvre l'économie, on se remet à reprendre l'ancien monde, mais pas comme avant, il y aura toujours une marge, et puis après, petit à petit, on va reprendre le trend. C'est comme si le Covid avait créé une accélération et avait démontré finalement le niveau qu'on atteindra certainement dans une décennie. Mais entre-temps, il y aura également le contre-coup. C'est le même truc que la transition énergétique, hein. Vous avez beaucoup de valeurs pour moi, vertes, qui ont atteint des niveaux de valorisation qu'elles atteindront dans le monde peut-être dans 1 ou 2 décennies. Mais entre-temps, on va revenir à la réalité de la transition énergétique. Et c'est là où je pense que les gros peuvent retrouver du chien. Altria Group, donc là on parle cigarettier, vous avez également British Tobacco, etc. Tout ça, voilà, c'est très résilient évidemment, la cigarette, c'est également résilient par rapport à l'inflation, puisqu'on peut continuer à monter les prix, le fumeur continue de fumer. L'avantage également de sociétés comme Altria, etc., c'est que bon, l'affaire Jules est dorénavant est passée, elle a été dépréciée, et également ils sont en train de rentrer dans l'aspect cannabis. Hein. Vous savez, cannabis est en train d'être légalisé aux US au fur et à mesure, donc c'est également une grosse société. Il y a quand même de la performance, il y a une bonne tendance, c'est ça qui m'intéresse aussi, un bon dividende et des profils de croissance. Hein. C'est pas tout d'acheter une espèce de colosse au pied d'argile avec un gros dividende mais qui a plus de croissance et qui petit à petit est un mastodonte qui est en train de détruire de la valeur. Donc là, même si ça valorise les capitaux propres, etc., potentiellement s'il n'y a pas d'objectif pour avoir une remontada au niveau de la croissance, on ne parle pas de faire une croissance à 2 chiffres, hein, comme des valeurs technologiques, mais on parle justement d'aller chercher des nouveaux marchés et d'aller chercher de la croissance de cette manière-là. Donc voilà pour Altria Group l'idée que j'ai. Au niveau des foncières immobiliers, j'ai depuis un moment un tracker également, c'est l'EPRA. Donc ça c'est facilement au sein de votre portefeuille, avec un tracker, vous pouvez avoir pas mal de foncières qui peuvent vous permettre d'aller chercher justement cette résilience de l'immobilier d'une certaine manière, jouer la réouverture économique aussi d'une autre manière, et donc après il faut faire attention au niveau d'endettement de ces foncières-là si on devait continuer à avoir des remontées des taux. Mais la plupart de ces sociétés, l'avantage c'est qu'elles ont profité du Covid pour se refinancer.
Donc ici, c'est le PRA. Et j'ai un tracker également marché émergent. Et ça, c'est pour aller chercher donc tout ce qui est Brésil, tout ce qui est... Alors, la plus grosse cotation, évidemment, c'est la Chine. Mais après, vous avez tout ce qui est Vietnam, Thaïlande. Vous avez pas mal de pays comme ça, limitrophes, qui sont assez intéressants, d'un point de vue logistique aussi. Et après, tout ce qui est Brésil, Argentine. Alors, tout ça, évidemment, ils ont subi la crise. Évidemment, ils sont endettés pas dans leur monnaie, et donc en dollars. Et donc, ils sont tributaires également du dollar. Donc là aussi, c'est pour jouer l'aspect euro, c'est pour jouer l'aspect dollar, la force du dollar, la dévaluation du dollar éventuellement, et l'aspect inflationniste également. Et donc essayer d'aller chercher de la contrepartie sur les marchés émergents. Vous avez Total Gabon, là c'est pure pétrolière, donc là c'est l'aspect pur dividende, mais une bonne tendance aussi. Alors là vous voyez, je l'ai depuis un petit moment, vous voyez en termes de capital, j'ai pas une grosse performance, mais il faut aussi prendre dans l'idée que j'ai à peu près doublé le capital investi sur Total Gabon, c'est que du dividende qui a été versé. Donc il y a aussi des sociétés qui ne vous proposent pas voilà, une croissance au niveau du cours, mais qui vous versent du dividende, même si là, bien entendu, le cours a quand même doublé, et au-delà de ça, on a eu des versements de dividendes réguliers, et donc ça continue. Et puis Sanofi, je pense que la santé, il ne faut pas oublier la santé. Je pense donc au niveau des pharma et au niveau des grosses pharma aussi, il y a des choses très intéressantes. D'un point de vue plus dynamique, on va chercher plus des medtech et des biotech, mais aussi non, au niveau des grosses pharma, je pense là aussi qu'on peut avoir un aspect bien défensif, avec des dividendes qui ne sont pas énormes, mais qui suffisent voilà, pour aller chercher à battre l'inflation dans l'objectif. Bon, j'ai du Energy Group, là aussi c'est plus dans l'idée d'aller chercher des petites caps, qui sont sous-valorisées. Alors Energy Group, elle n'est pas vraiment sous-valorisée, mais l'idée, c'est de chercher des petites caps, soit qui sont sous-valorisées, soit qui ont un aspect opéable. Hein, et on le sait au niveau des médias, on l'a vu avec M6, etc. On a quand même là aussi pas mal de fusions-acquisitions, pas mal de rapprochements. Là, l'idée au niveau de Energy Group aussi, c'est que vous avez pas mal de grands patrons qui arrivent à la fin de leur carrière tout simplement, et les enfants ne veulent pas forcément reprendre, donc c'est aussi les entreprises familiales qui sont intéressantes, et quand les enfants ne veulent pas reprendre, eh bien, il faut bien à un moment donné revendre, et donc c'est là où vous pouvez avoir éventuellement une prime. Mais après, c'est pas forcément très liquide, donc ça dépend de la taille de portefeuille. Et ici, ce que vous voyez, une action russe, c'est Gazprom. Gazprom, l'idée, alors bien entendu, vous avez le risque géopolitique, mais l'idée là aussi, c'est de se dire la transition énergétique, c'est pas que le pétrole, c'est le gaz naturel. Je prends Gazprom aujourd'hui. Alors oui, politiquement, il y a quelques problématiques avec quelques gazoducs, etc. Mais l'idée, voilà, c'est que vous avez un gros dividende, c'est que vous avez un potentiel de croissance et que vous avez une sous-valorisation. Donc vous avez un socle, vous prenez une société où vous avez un socle. Bien entendu, il y a des choses mal qui peuvent s'opérer, c'est toujours la même chose, mais vous prenez suffisamment de socles fondamentaux qui vous permettent de créer une base. Et comme votre but c'est de battre l'inflation, aujourd'hui il n'y en a pas, demain on peut se dire elle sera à 2-3%, voilà, mon but c'est d'essayer d'aller chercher justement des titres qui vont permettre de battre ça, et surtout j'essaye de gérer mon risque, donc j'essaye de protéger le capital. Donc voilà un petit peu l'idée globale, la façon dont je vois les choses. Après, d'un point de vue également matières premières, je pense beaucoup à l'or, à l'argent, au cobalt, au cuivre, etc. Il y a déjà eu une première salve. Donc au niveau des sociétés, il y en a pas mal que j'aime bien, mais j'aime bien Majestic pour aller chercher de l'argent. Vous avez du Cœur Mining, vous avez du Eclat Mining. Au niveau de l'or, j'aime bien Harmony Gold, j'aime bien Yamana. Donc vous pouvez aller chercher des majors, vous pouvez aller chercher des juniors, et ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment du coup ce que vous voulez faire et quel niveau de volatilité vous êtes prêt à accepter, bien entendu. Mais là voilà, on a ce type de sociétés-là qui peuvent justement être intéressantes pour avoir une couverture. Si l'inflation vient à revenir, on a une couverture avec les minières et un effet de levier également sur les minières, puisqu'elles démultiplient leurs résultats bien au-delà de l'augmentation de l'or ou de l'argent. Et des différentes matières premières. L'avantage aussi des minières, c'est que vous n'avez pas des minières qui sont stricto sensus, alors il y en a, mais qui font que de l'or ou que de l'argent, etc. Il faut que vous alliez creuser un petit peu pour regarder, mais la plupart des minières font un petit peu de tout. Donc c'est aussi l'avantage qu'on ne va pas s'exposer, pas la peine de s'exposer à 15 minières
En règle générale, on peut en choisir dans des portefeuilles de fonds comme ça, 2, 3, et c'est largement suffisant et on a notre exposition. J'aime bien aussi m'exposer aux tankers actuellement, donc tout ce qui est Euronav. Vous avez l'équivalent, alors Euronav c'est le fret maritime du pétrole, donc c'est l'idée de jouer la réouverture économique, donc le besoin d'échanger plus de pétrole et puis de le faire tourner dans le monde. Et pour cela, il vous faut des cargos. Alors il y a des cargos de plusieurs tailles, etc., c'est toujours la même chose, mais là aussi, comme on avait eu des crises, comme on avait eu des baisses de consommation ces dernières années, on n'avait pas forcément investi dans les cargos. Le cargo, ça met un certain temps à être produit, donc on peut arriver à un certain déficit de cargo. Il y a des cargos qui sont vieux, il y en a qui sont plus récents, bref. Et donc, vous avez un différentiel aujourd'hui, c'est que vous avez un pic à un moment donné de demande, donc il faut transporter pour la réouverture économique, les chaînes logistiques, etc. Ben, c'est la même chose, vous avez des pénuries sur les semi-conducteurs, vous avez des pénuries sur un certain nombre de composants. En fait, c'est quoi? C'est du retard accumulé par rapport aux fermetures que vous avez vues dues au Covid. Et ben, on a des pénuries et des retards également au niveau des besoins de pétrole et au niveau des stockages que les différents pays également veulent. Et donc là aussi, l'avantage, c'est que l'on voit qu'au niveau des tankers, on a cette demande supplémentaire qui donc fait augmenter le prix du fret. Et donc les tankers également sont plébiscités. Au niveau d'Euronav, en plus c'est une société qui a un socle au niveau des capitaux propres également. On a donc une société qui progresse, une société qui rachète, qui fait des buybacks, donc qui rachète ses propres actions. Donc ça veut dire qu'on divise les profits en moins de parts, donc c'est intéressant pour l'actionnaire, qui verse du dividende également. Donc les années à venir, et donc dans ce pic également de consommation que l'on peut avoir, et donc de croissance, vous avez des tankers qui peuvent être intéressants. Là aussi, il y a à boire et à manger. Vous avez des sociétés comme Euronav ou Exmar sur l'aspect gaz, qui sont plutôt des gros et sur lesquels voilà, on va plutôt les intégrer dans des profils et dans des portefeuilles de long terme, plus défensifs. Et puis après, vous avez des plus petites sociétés qui sont un peu plus spéculatives, et ça c'est un peu plus dynamique, etc. De temps en temps, j'en ai quelques-unes en portefeuille, dans le portefeuille dynamique. Au niveau pétrole également, pour rester pétrole, j'ai oublié de vous parler de Ruby, mais voilà, Ruby également peut avoir son mot à dire. Au niveau des parapétrolières, pour moi, il y a CGG, vous avez Technip. Au niveau des vertes, vous avez Technip Energy, qui n'est pas très cher également. Et sinon, au niveau 5G, je pense qu'il y a Nokia qui peut faire une recovery intéressante. Au niveau des jeux vidéo, vous avez Ubisoft. Vous avez Dontnod un petit peu en mode challenger, mais là vous avez Tencent par exemple qui est rentré dans le capital. Alors Tencent c'est un petit peu comme Alibaba, hein. Il rentre dans le capital de tout un tas de sociétés. Ça ne veut pas dire que ça y est c'est bon, ça va être la future pépite. Non, il rentre dans à peu près 100 sociétés, il y en a 50 qui vont rien faire, sur lesquelles ils vont perdre de l'argent, 40 qui vont pas faire grand chose, et puis il y en a 10 qui vont devenir les futurs leaders du monde de demain, et c'est sur ces 10 là qu'ils vont rentabiliser les investissements. Donc on n'oublie pas que ces sociétés-là, en fait, elles se diversifient. Alors elles se diversifient, l'avantage c'est que Dontnod, on peut penser en effet que ça va leur permettre d'apporter des capitaux pour qu'ils produisent leurs propres jeux, pour que donc ils aient beaucoup plus de marge opérationnelle, et si ça réussit, ils peuvent éventuellement les vendre en Chine, etc. Tencent peut les aider de cette manière-là. Donc il ne faut pas oublier les synergies qui peuvent se mettre en place. Donc c'est assez positif, mais ça reste voilà, des petites valeurs, etc. Et on est là sur un aspect spéculatif et pas un aspect fonds de portefeuille réel. Au niveau des biotech, hein, pour moi j'apprécie pas mal Genoway, sinon... Voilà, sinon... Mais c'est un peu plus dynamique ça aussi. Inat Pharma aussi, Poxel... Nicox, ça fait partie de mon quatuor. Pour revenir un petit peu également, vous avez l'aluminium aussi qui pousse pas mal. Alors, on a la chance en France d'avoir un des leaders de l'ionisation de l'aluminium. Donc ça, c'est utilisé dans l'industrie pour éviter la corrosion. Et donc si on a également une croissance économique, donc c'est plus de bâtiments qui sont construits, c'est plus de voitures, c'est donc plus de demandes d'aluminium et donc éventuellement d'anticorrosion. Et donc vous avez une société, Coil. Le désavantage de cette société, c'est qu'elle n'est pas très liquide, donc il faut rentrer au fur et à mesure, mais ça fait partie de ces points-là. Vous avez Solution 30 également. Alors celle-ci elle est un peu plus spéculative puisqu'on attend le résultat d'audit, mais une fois le résultat d'audit passé, ça peut être également un titre qui peut être mis en fonds de portefeuille, qui est un peu plus dynamique, mais qui peut aller chercher de la performance.
Voilà un petit peu ce que je voulais. Vous avez le secteur agricole aussi, j'en ai pas beaucoup. Alors j'ai du For Farmers, mais vous avez du Vilmorin, etc. Ça fait partie également des secteurs qui peuvent profiter de la hausse des matières premières agricoles. Donc là aussi, on a un certain nombre d'éléments. Et pour conclure, voilà, je dirais l'uranium également, les énergies. Donc j'ai du Central Puerto, ça c'est en Argentine. C'est pour essayer de jouer la sortie de crise, de l'Argentine éventuellement. Donc ça c'est de l'énergie. À partir du moment où vous avez la sortie de crise, le peso peut un petit peu se rétablir face au dollar. Et donc on peut avoir là clairement une sous-valorisation qui est avérée sur cette société et un retour du dividende qui serait sur les cours actuels plutôt intéressant. C'est en mode sortie de crise, donc il faut que ça se passe évidemment. Vous avez une autre valeur argentine, mais qui est là sur les matières premières agricoles, c'est Cresud. Et donc celle-ci aussi peut être très intéressante, sous-valorisée. Il y a des choses très intéressantes hein, dans les pays d'Amérique latine, au Brésil notamment aussi. Mais les problématiques, c'est les problématiques politiques et les problématiques actuellement de crise, de sortie de crise. Donc il faut voir, là, dans les mois à venir, ça devrait pouvoir se décanter éventuellement. Et ensuite, l'uranium, comme je vous ai dit, au niveau du nucléaire. Le nucléaire n'est pas mort. Donc on a vu déjà une grosse salve, puisque l'uranium est en train de devenir une matière première stratégique, comme de nombreuses autres matières premières. Et donc l'idée, hein, je l'avais exposé, je pense déjà depuis plusieurs mois, c'est au-delà de la montée des cours des matières premières, c'est éventuellement la guerre en coulisses hein, pour les approvisionnements, pour l'indépendance de pays. Et donc la Chine, les États-Unis, l'Europe, voilà, ça va être la décennie à venir. On a bien compris qu'on va avoir un besoin supplémentaire de matières premières. Alors, on va faire la transition du pétrole vers autre chose, mais pour faire cette transition-là, on va avoir besoin à court terme d'encore plus consommer, d'encore plus obtenir des différentes matières premières. Et donc ça, évidemment, ça va avoir un impact écologique, bien entendu, un impact économique, un impact géopolitique. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très important à regarder et les plaques tectoniques risquent de pas mal bouger là-dessus. Encore une fois, certainement plus en coulisses que, je dirais, au devant de la scène. Voilà, j'espère avoir été le plus complet. Le but, c'est pas de vous noyer sous beaucoup de valeurs. Le but, c'est de vous faire comprendre les différences, comment on va embrayer les différentes choses et les différents secteurs. Et suivant le profil que l'on a, quels sont les secteurs d'activité et donc les actions à l'intérieur de ces secteurs d'activité que l'on va privilégier. Et moi, dans mon but, voilà, je vous ai proposé un certain nombre de titres. Alors, il y en a d'autres, bien entendu. Peut pas être exhaustif et d'ailleurs profitez des commentaires pour me dire ce que vous en pensez dans un premier temps et du coup vous quels sont les titres que vous allez regarder. Par exemple, j'ai pas parlé de titres automobiles, mais vous pouvez intégrer des titres automobiles également. Donc il y a beaucoup de différentes choses. Et les bancaires aussi, les bancaires qui sont donc en première ligne. Si les taux d'intérêt des banques centrales donc courts restent bas et que les taux longs continuent de monter, eh ben les bancaires vont réussir, les financières au sens large, les assureurs, etc. C'est également un élément sur lequel ils vont être intéressés. Et donc également vous avez de bons dividendes là-dessus et on peut certainement avoir là aussi pas mal de rapprochements aussi qui peuvent encore se faire sur le secteur. Donc clairement, le secteur bancaire, c'est un secteur pour l'instant que je n'ai plus en portefeuille, mais sur lequel j'aimerais bien revenir, puisque là aussi, dans un fonds de portefeuille, les bancaires ont une certaine résilience actuellement, donc dans le niveau de recovery, et avec justement la hausse des taux d'intérêt qui sont induits par une inflation, mais une inflation qui est induite elle-même par une anticipation de croissance. Et ça, c'est très important de comprendre ce qu'on joue là, parce qu'éventuellement, dans 5 ans, ça sera complètement différent, ça sera un autre cheminement de pensée. Donc voilà, je voulais vous partager dans cette vidéo ce que je considère pour moi un portefeuille qu'on peut délivrer une protection contre l'inflation, donc vis-à-vis de son bas de LED. Et après, au jour le jour, vous voyez de toute façon mes partages que je fais dans un portefeuille plus dynamique. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, de me partager vous quels sont les titres qui sont pour vous les plus intéressants dans l'année et les années à venir pour protéger votre portefeuille dans votre fort de portefeuille. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Excellente journée à vous les graphes et à la prochaine vidéo. Salut!